et Urs, ce sont des Suisses, sont 5e. Bientôt, voilà, le feu rouge et le feu vert. C'est parti avec un excellent départ de Streuer. Streuer qui a pris le large d'emblée. On le voit ici au Raidillon avec une avance très nette sur Bilan et Waltisberg. Et c'est Webster et eux 8 qui ont pris le moins bon départ en première ligne. Ils sont là. Numéro 22, c'est Steinhausen et Hiller, si j'ai bien vu, qui sont 4e. Alors on revoit le départ, Philippe, avec l'excellent départ là à l'extérieur de Streuer et de Haas. Excellent parce que directement il fait un trou impressionnant. Exactement. Et l'ennui c'est que derrière ça bouchonne un petit peu. D'ailleurs je crois qu'on voit à un moment Alain Michel qui essaye de déboucher sur la gauche et qui est bloqué par 3 sides devant lui. Michel et Fresque, les Français, particulièrement vous allez les suivre, il y a un attachement là qui joue et c'est bien logique, qui sont aussi là depuis des années, a-t-on envie, depuis des lustres, a-t-on envie de dire. Oui, je crois que ça doit être les plus vieux d'ailleurs maintenant. Encore que la catégorie Sidcar ne manque pas de vétérans, mais je crois que ça doit être les plus anciens maintenant. Oui, c'est vrai, on dit que c'est la catégorie des vétérans. En tout cas, regardez le spectacle maintenant, il est vraiment fascinant. Il est un peu surréaliste aussi, voir avancer ces motos sur la piste comme elle l'est, remplie d'eau entre le hors-bord et la moto, avec un peu de F3 dedans. Eh bien, c'est fabuleux, c'est fascinant et c'est toujours Streuer et De Haas qui sont en tête. On a parlé tout à l'heure du rôle du passager, mais on peut aussi en dire un mot, Philippe, parce que je crois qu'on peut être intarissable sur le rôle de cet étrange personnage. Ah oui, ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est malheureusement encore une des du sport, c'est qu'on a trop souvent tendance à parler du pilote, qui a tous les mérites français, mais on a oublié un petit peu le passager, sans lequel il n'y aurait pas d'attelage, il n'y aurait pas d'équipe. Ce qui est important d'ailleurs. Et pour se convaincre, si un jour vous aimez les émotions fortes, faites un tour de circuit dans le panier d'Alain Michel ou de Webster ou de n'importe lequel de ces pilotes et vous aurez beaucoup de choses à raconter après, si toutefois vous en avez le souffle. Je crois qu'au niveau de l'émotion, et je crois qu'il faudra un petit temps pour remettre les idées en place après un tour dans un engin comme celui-là. C'est toujours donc Streuer et De Haas qui sont en tête, et il y a un cigarettier qui paraît particulièrement heureux à Francorchamps. C'est celui qui est là présent sur le carénage. Des pilotes hollandais qui occupent la tête, donc devant Wieland et Waltisberg et Webster et Wick. Ce cigarettier est particulièrement heureux puisque c'est lui qui a raflé tous les honneurs. Et le deuxième, oui, petit changement en tête en effet, Philippe, vous faites bien de me le signaler, c'est Webster, Steve Webster et Tony Hewitt qui sont deuxièmes maintenant. Les Français, on les vient de les voir passer avec le numéro 4, Alain Michel et Jean-Marc Fresque. Mais voici, le deuxième tour est bouclé devant la tribune. Streuer, De Haas au Raidillon, devant Steve Webster et Tony Hewitt, qui sont là lancés aux trousses des Hollandais. Webster, Hewitt, ce sont des Anglais. Voici les étonnants Allemands que sont Steinhausen et Hiller, qui viennent un peu bouleverser la hiérarchie traditionnelle en sidecar, une hiérarchie qui est rarement bouleversée. Souvent on retrouve les mêmes. Regardez comme ils sont tout près, c'est très très joli ce qu'on voit ici. Caméra au niveau des machines. C'est un peu hallucinant, hein. Il y a la brume et ça ne fait qu'ajouter au spectacle. Un très beau duel, comme il y en a eu beaucoup dans les courses qui nous ont été proposées ici à Francorchamps. Très beau duel de nouveau en tête de course entre les Hollandais et les Anglais. Et là, je crois qu'on retrouve vraiment les 3 meilleurs équipages de ce début de saison, c'est-à-dire Streuer, le Hollandais, Webster, le tenant du titre, et le Suisse Biland. La petite surprise ici, à mon sens, c'est la présence de Steinhausen en 4e position, qui n'avait, depuis le début de la saison, jamais été, disons, aussi bien placé. C'est pas du tout méchant ce que je dis, mais non, pas du tout. Steinhausen a été un très grand pilote, mais c'est vrai que bon, disons qu'il ne rajeunit pas et qu'il avait parfois un matériel qui n'était pas tout à fait à la hauteur de ses ambitions, mais là il semble qu'il ait retrouvé et la forme et la puissance dans son attelage. Et en tout cas, il précède l'équipage français, Michel et Fresque. On peut parler aussi des budgets qui, dans cette catégorie, Philippe, sont bien moins importants
dans la catégorie Rennes, forcément, et même qu'en 250 et en 125. Oui, je crois que le sidecar est une des seules, enfin, est la seule catégorie d'ailleurs, à part les 80 à un certain niveau, qui a conservé un peu les structures d'avant, c'est-à-dire que on a un moteur ou deux moteurs au maximum, on n'a qu'un attelage, on n'en a pas deux. Les investissements au niveau de la recherche, au niveau de la télémétrie, au niveau de tout ce qui fait évoluer aussi vite les motos en 2,5 et en 500 ne se retrouvent pas en sidecar. Vous avez également le problème des pneus où les manufacturiers ne s'intéressent pas de la même façon aux pneus de sidecar que ce qu'ils peuvent faire en solo. Ils se contentent en général, si vous voulez, de réutiliser, disons, des pneus qui ont été pensés pour 4 roues et qui sont plus ou moins utilisables sur 3. Ça fait beaucoup de différence au total. Ça fait quand même beaucoup de différence. Oui, les budgets sont... C'est incomparable avec un budget d'une grande écurie en 2,5 ou en 500. Et alors, précisément, on peut en parler. Une grande écurie en 500, un chiffre difficile de... Vous nous dites en franc français? Bah écoutez, c'est difficile, je peux vous dire en franc français. Une grande écurie, c'est de l'ordre d'1 milliard. 1 milliard de centimes. 1 milliard de centimes, oui. Forcément. Pardon, je continue, non, mais nous, donc en nouveau franc, ça fait combien? Ça fait 100 millions. Ça fait 100 millions, c'est ça. 100 millions, 10 millions, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un chiffre qui est à la fois impressionnant, mais qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut savoir que, par exemple, les motos, vous n'achetez plus de motos d'usine, vous les louez, très cher d'ailleurs, mais vous les louez à des écuries. Si vous voulez, tout a changé maintenant. On ne peut pas parler de l'écurie Honda officielle, il faut parler de l'écurie Honda Rothman. Honda ne serait pas ce qu'il est sans Rothman, et inversement, il y a un investissement des sponsors à ce niveau qui est tel que de plus en plus, si vous voulez, on tend vers la moto Rothman ou la moto Marlboro chez Yamaha. Enfin, ça devient... C'est d'ailleurs une des raisons, si vous voulez, qui fait que je pense que le sport moto est en train de changer complètement et qu'il va falloir qu'il change à tous les niveaux. Alors là, on est attentif parce que je me demande si Steve Webster et Tony Hewitt ne sont pas à l'attaque et sont passés oui, ils sont de toute façon à l'attaque et essaient de dépasser les meneurs qui sont Streuer et De Haas. En tout cas, la lutte et le duel continuent. Donc dans les sites qui vont boucler là, si j'ai bien vu, leur 4e tour. Et derrière, il y a toujours Biland, qui a l'air d'être un peu moins rapide que d'habitude. Biland est un remarquable technicien au niveau des moteurs, mais disons qu'il est souvent à la limite et qu'il a souvent des problèmes de casse. 4 titres de champion du monde, déjà à son actif. Un précurseur, disait-on et dit-on, dans la spécialité Rolf Biland, un peu moins présent aujourd'hui à Francorchamps, avec une première place occupée par l'équipage numéro 3, Berg Streuer et Gerald De Haas. Streuer qui vient de se retourner d'ailleurs, regardant où étaient ses adversaires, ils sont pas loin. De toute façon, sa place, moi je ne me retrouverai pas très souvent. Parce qu'ils sont juste dans son sillage. Vous avez vu la glissade sur la bande blanche au milieu de la piste. Et la chicane, le spectacle est toujours total et forcément celui que nous offre les sides les plus encore, compte tenu de la largeur de la machine. Biland n'est pas très loin. Non, il n'est pas très loin. Tout compte fait, j'ai l'impression qu'il est en train de combler un certain retard, Biland. On les voit passer ici, on aura une autre appréciation. Oui. Oui, il a un retard de l'ordre de 5 secondes sur Streuer. Ce n'est pas insurmontable. En attendant, derrière ces 3 équipages, eh bien, c'est le trou. Steinhausen vient de passer. Et Michel n'est pas loin avec le numéro 4, lui-même suivi par Scherer, si j'ai bien vu. Et là, c'est un beau plan de brume, de laquelle sortent les 2 équipages de tête. On ne se rend vraiment pas compte ici de la brume qu'il y a en haut du circuit. Pas du tout. Complètement dans le brouillard là-haut. Et ça, les différences de météo, les différents coins du circuit, il n'est pas rare de trouver une partie sèche et une partie tout à fait humide. Une particularité des Ardennes. Oui. Et particulièrement aussi à Francorchamps, il y a un microclimat tout à fait étonnant, même plus qu'étonnant, même tout à fait déroutant.
En attendant, il faut faire avec. Il faut faire avec et les pilotes de side, eux, font avec et il n'y a toujours pas de changement en tête de la course. On a même l'impression que Streuer est en train de creuser un peu l'écart dans cette dernière course de la journée. Streuer, Webster, Bilan, Steinhausen, Michel, c'est le pointage avec de gros écarts à partir de la 4e place, à partir de Steinhausen. Donc on peut déjà dire que cela ne joue plus pour la victoire, à moins d'ennuis mécaniques et de défections à répétition, ce qui semble quand même peu probable. Voici Webster et Hewitt, qui sont forcément les champions du monde en titre. Je crois effectivement que le vainqueur est dans les 3 hommes de tête et je dirais même plus particulièrement entre l'équipage anglais et l'équipage hollandais. Oui, vous ne donnez plus l'impression de croire encore aux chances de Bilant. Et en effet, il semble qu'il est à ce point distancé qu'il aura beaucoup de difficultés à faire valoir ses prétentions. Oui, et puis Bilant est un garçon qui a toujours, comment dirais-je, qui a toujours, quand il l'a pu matériellement, pris la tête et garder la tête jusqu'au bout. Je pense que s'il est en 3e position, tel que je le connais, c'est pas une situation d'attente, c'est pas une tactique de sa part, c'est parce qu'il peut pas aller plus vite, quoi. Je crois. Alors ces machines développent combien de chevaux? Elles développent un petit peu moins de chevaux que les 500 d'usine, ce sont des 500 4 cylindres, etc. C'est-à-dire que ça doit faire, les bons doivent faire 130 chevaux maintenant, 135 chevaux. Et en 500, on atteint les 160 chevaux. Et le problème n'est pas tout à fait le même. Les sidecars ont besoin de plus de couple. C'est-à-dire qu'on cherche moins la puissance à tout prix à haut régime, ce qui peut être un inconvénient en solo, et qu'il est encore plus sur un sidecar. Donc on cherche plus, si vous voulez, une puissance qui soit utilisable avec une plage très large au niveau des tours moteurs, plutôt que la puissance pure. C'est pour ça qu'on reste un petit peu en deçà des puissances des solos. Peut-être l'occasion aussi de parler, alors qu'on voit Steinhausen ici à l'image, qui réussit une belle performance puisqu'il vient un peu s'immiscer et contrarier le cercle des grands, de la position du pilote aussi, qui a une position couchée, ventrale. C'est-à-dire que le malheureux pilote, le pilote, pardon. Oui, le pilote, ah, oui, le pilote. Et on a paré du passager. Le pilote maintenant est complètement à genoux, c'est-à-dire il est vautré sur son réservoir, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a les pieds très nettement derrière lui et il est couché complètement autour de son réservoir à genoux. Ce qui est une position très, très curieuse quand on n'est pas habitué. La première fois qu'on se met aux commandes d'un side moderne de course, c'est franchement très spécial. En effet, ça m'a l'air tout à fait spécial, comme vous dites. Mais c'est vite, c'est vite sécurisant, parce qu'on prend très vite conscience des capacités de tenue de route et de freinage qui sont assez époustouflantes. Et on arrive assez vite, si vous voulez, à prendre un rythme qui n'arrive avec son rire, mais qui est impressionnant. Là, c'est dommage, je crois qu'on perd une bonne partie de tout ce qui se passe en haut parce qu'on ne voit rien. Je crois qu'on avait choisi de vivre pendant un petit moment là le destin de Steinhausen, les aventures de Steinhausen, mais on va pas tarder à retourner en tête de la course avec Streuer et Webster qui doivent continuer. Il n'y a pas de raison à se livrer une belle bagarre. Les voici à la chicane. On les demande et ils sont là. Et l'écart s'agrandit. L'écart s'agrandit entre. Ouais, je crois que entre Streuer est en train de lâcher l'anglais. C'est clair. Maintenant, Webster et Hewitt sont de plus en plus loin. C'est pas une surprise de savoir et d'apprendre que c'est Streuer qui a réalisé le meilleur temps. Et les supporters hollandais qui sont nombreux ici à Francorchamps, Philippe, se réjouissent forcément de ce qui se passe. Ils ont déjà eu ce matin en 125 la victoire de Spahn
Et puis là, il pourrait voir de nouveau une victoire hollandaise. On connaît la popularité de la vitesse pure en Hollande. Assen en est chaque année le témoin, je dirais, vivant. Et quelles que soient les conditions, vous le signaliez tout à l'heure, à Assen, il y a toujours du monde, un merveilleux rendez-vous pendant la saison de vitesse pure que celui que nous donnent chaque année les Hollandais. Et la génération, les Hollandais aiment bien la vitesse pure. Span est plus tout jeune, hein, il a 35 ans, mais ils sont passionnés. Les Hollandais restent passionnés par le Continental Circus. C'est ancré, hein, c'est ancré dans les esprits. Et puis chez nous, là, on l'est un peu moins, mais on me demande quel être et cela ne saurait tarder. En tout cas, le retard avec les Hollandais que nous avons à ce niveau-là, il sera quand même pas simple à combler. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Belges à Assen tous les ans. J'ai toujours vu beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands aussi d'ailleurs. Il n'y a pas que des Hollandais en Belgique, en Hollande pour le Grand Prix. Et les Français, on en a vu quelques-uns ici à Francorchamps. J'ai vu quelques plaques françaises parce qu'ils viennent plus volontiers ici parce que c'est tout près. Je veux dire, on est à 4 km de la région parisienne, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais la popularité du sport en France, ça va très bien. Oui, c'est pas, si vous voulez, il y a toujours un public de fanatiques en moto qu'on retrouve de façon complètement régulière. D'ailleurs, c'est curieux, ça ne change pas ni en augmentation ni en diminution. Ça évolue un petit peu, mais ça reste toujours un public de fidèles. Au Mans, on tourne à peu près autour de combien de spectateurs? Pour les 24 heures du Mans, écoutez, pour les 24 heures et pour le Grand Prix, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je crois que le record en France, ça doit être de 75 000 spectateurs pour le Bol d'Or, qui de toute façon reste le recordman en France du public pour un sport mécanique. Mieux que la F1. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Nettement mieux que la F1. Vous savez, c'est un peu un phénomène. Vous faisiez tout à l'heure des comparaisons entre 2 roues et 4 roues. C'est pas du tout une critique. Personnellement, j'adore la F1. Je trouve que c'est une technique merveilleuse et c'est passionnant. Mais il est vrai que de plus en plus, les grands scores dans le monde entier au niveau spectateur sont ceux de la moto. À Gérès, par exemple, où il y a eu les 2 grands prix à quelques semaines d'intervalle, il y a eu 32 000 spectateurs pour la F1, il y en avait 135 000 pour les motos. C'est quand même une énorme différence. C'est impressionnant en effet. Alors il y a Webster et Hewitt qui viennent de passer devant nous. Ils sont toujours précédés bien évidemment par Streuer et De Haas. J'avais une petite hésitation parce que je sais que Bilan me donne l'impression de revenir. Regardez, il est pas loin, en tout cas il est bien moins loin que tout à l'heure de Webster et Hewitt de l'équipage numéro 1. Alors, par contre là, le trou est fait entre le premier et le deuxième. Mais regardez Bilan, il est tout près. Et c'est là que la bagarre est intéressante. C'est là qu'il faut suivre entre l'équipage anglais et l'équipage suisse. Voici Rolf Bilan et Kurt Waltisperg. Les voici tout près de Webster et de Hewitt. Pourrait bien rafler la deuxième place. Ce n'est pas impossible, même si ce n'est pas fait encore. J'avoue que j'aurais du mal à dire si c'est Bilan qui est vraiment revenu sur Webster ou si c'est Webster qui a un peu baissé de rythme, hein, parce qu'il aurait fallu prendre des temps plus précisément. Et ce qui est certain de toute façon, c'est que maintenant, à part un problème mécanique, je pense que Streuer a virtuellement gagné. Oui, 7 secondes et 8 secondes sur Bilan. Et pour lui, logiquement, il ne devrait plus y avoir de problème. On le dit déjà alors qu'on a à peine atteint la moitié de la course. Parce qu'on était, alors là, loin d'être à même de dire, dans les autres catégories, à la fin en 125, en 2,5 et en 500. C'est exact. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que le sidecar est un petit peu moins passionnant. Il est plus rare, je crois, quand même, de voir des batailles au finish sur 3 roues que celles qu'on a pu voir notamment cette année en 500 et en 250 où toutes les courses se sont jouées pratiquement dans le dernier tour. Ah, de ce point de vue-là, on a été gâtés en 2,5
Et en 500, on a particulièrement été gâté cette année au niveau du spectacle. Et Francorchamps l'a confirmé d'ailleurs. Steve Webster, donc et Rolf Bilan. Deuxième et troisième dans la catégorie des sidecars. À Francorchamps, il continue de pleuvoir et là, je crois qu'elle ne quittera plus. Plus de la pluie, il y a la bruine. Enfin, plus de la pluie, il y a la brume, pardon. Elle est bien présente sur les hauteurs du circuit, particulièrement au Combe. Et cela n'ajoute pas ça ne fait qu'ajouter à la difficulté du pilotage. Par contre, il semble que l'Allemand Jones ait doublé Alain Michel et que ce soit lui qui soit maintenant en 5e position derrière Steinroger. Donc pour vos amis français, ça se passe pas très bien. Non, on dirait. Ils ont eu beaucoup de problèmes pendant les essais. Alain me disait hier soir qu'il avait eu hier matin à peu près tous les ennuis possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il a réussi à casser son moteur, à casser sa boîte de vitesse, à fusiller un embrayage. Et il a tout connu. Et ils ont été obligés de travailler comme des forçats toute l'après-midi pour arriver à la dernière séance d'essai. Et comme vous vous en souvenez sans doute, il s'est mis à pleuvoir, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu voir grand-chose. Mais il me disait tout à l'heure sur la ligne de départ qu'apparemment, tout était en ordre et tout devait marcher. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit problème pour lui. Et que tout ne tourne pas pour le mieux. Oui, je disais compatriote et aussi homonyme. Oui, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Voilà, profitons de l'occasion pour le préciser. Oui, parce que... On pourrait croire que c'est votre frangin, donc voilà, oui, à ce moment-là. À chaque fois que j'avais le malheur d'écrire qu'Alain Michel était un grand sidecariste, on me disait oui, mais c'est parce que c'est votre cousin que vous dites ça, ou c'est votre frère. Ouais. Et bien voilà, non. Ce n'est pas le cas. Et parfois, oui, on parlait des prouesses réalisées par les mécanos dans le paddock. Enfin, il se passe des choses à tous les niveaux, que ce soit dans les usines ou chez les privés. Ça vaudrait la peine aussi que les caméras, elles le font d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de séquences qui sont consacrées à ces petits sujets. Mais enfin, c'est merveilleux. Voilà encore des mal aimés et des mal connus dans le domaine de la moto, parce que ce sont vraiment des gens pour lesquels j'ai une énorme admiration, parce que c'est des obscurs, c'est des sans grade, mais c'est des gens qui pendant une semaine n'arrêtent pas de travailler, depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit, 2 heures du matin, enfin quand c'est fini, ils n'arrêtent pas tous les jours. Et quand c'est fini, on remet les motos dans les camions et on file au prochain Grand Prix, on recommence à démonter, à remonter. Et vraiment, il faut vraiment une passion pour faire ce métier assez incroyable. C'est précisément ce que je voulais dire, et qui partagent la même passion que les pilotes et que les gens, les spectateurs ici. Hein. Je crois que c'est vraiment le point commun. Tous les gens qui sont présents en Francorchamps, c'est cette passion-là qui anime et qui est suscitée par la même machine, la moto. Je l'en veux pour exemple. Hier, j'étais dans le stand de Didier Rodriguez quand il est rentré, qu'il avait réussi la pole. C'était fabuleux. Sa joie était l'égale, et celle de ses mécaniciens était l'égale de la sienne. Et on voit ces moments-là, et quand on les partage, il y a manifestement et automatiquement un peu d'émotion. C'est un travail qui est récompensé. Et le pilote ne manque pas de le souligner généralement, parce qu'il y a un travail d'équipe qui est exceptionnel. C'est un des côtés qui reste très positif dans le monde de la moto, c'est que je sais pas, 80 ou 90% des gens qui font ce métier, à quelque titre que ce soit, comme mécanicien, comme pilote, comme panoteur ou comme journaliste d'ailleurs, sont quand même des gens qui ont une véritable passion pour la moto. Et ça se ressent quand même au bout du compte. Tout à fait, et ça fait la qualité de l'esprit et de la manifestation. Alors on a suivi pendant tout un moment le numéro 6 qui est Derek Jones, dont nous parlions, associé à Peter Brown. Ce sont des Anglais et ils sont 5e en effet, ils ont dépassé Alain Michel. Et Alain Michel est 6e, mais il y a 3 secondes là, quelques 3 secondes entre Jones et Michel. C'est Steinhausen qui précède Jones, toujours à la 4e place. Loin derrière Bilan, quand même 18 secondes. Bilan, lui, est juste derrière Webster. On l'a vu, vous connaissez le scénario, et Streuer est devant avec plus de 11 secondes d'avance. Streuer que voici, plus de 11 secondes d'avance sur Webster. La victoire ne devrait pas lui échapper logiquement dans cette catégorie des sidecars. Je crois que nous n'aurons plus droit qu'à Streuer seul sur l'image. On n'aura jamais un de ses concurrents dans le
champ maintenant, sauf quand il va commencer à rattraper les attardés. Ce qui est souvent un gros problème au sidecar d'ailleurs. Il peut y avoir des problèmes en solo quand la piste n'est pas très large, et pour des raisons que vous comprendrez aisément, en sidecar c'est encore plus difficile. Et sur certains circuits où vous n'avez pratiquement qu'une trajectoire, il est très très difficile de doubler quelqu'un sans prendre de risque. Egbert Streuer, associé donc à Benny De Haas. Streuer qui a 35 ans très exactement, il est hollandais, il a fait ses débuts en 1979 en Grand Prix, donc ça fait quelques années. Il a remporté 3 titres dans cette catégorie et il s'est imposé à 13 reprises. Et on l'appelle le Hollandais volant, il est là depuis environ 10 ans. Et il a remplacé, et De Haas, lui, son passager, a remplacé Schneiders. Avec qui Streuer avait conquis 3 titres mondiaux. Un changement de passager, quand on connaît la symbiose qui existe entre les deux personnes qui sont présentes sur le side, eh bien, ce ne doit pas être simple. Il faut un certain temps d'acclimatation, d'adaptation. Oui, c'est assez difficile, et tous les pilotes de sidecar sont d'accord sur ce point-là. C'est assez difficile de trouver l'élément parfait pour mettre dans le panier. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas de passager parfait. En valeur absolue. Il y a un passager parfait pour tel pilote, pour telle façon de piloter. Et que le passager de Biland, par exemple, ne serait peut-être moins bon comment dirais-je, dans le panier de la Michel, ou inversement. Et la difficulté pour les pilotes, c'est de trouver quelqu'un justement avec lesquels ils s'entendent bien, parce que ce sont des gens qui vivent quand même une bonne partie de l'année ensemble, et avec lesquels ils puissent aller très vite en ayant confiance en eux. Ça, c'est assez difficile parfois. Voici les champions du monde, le champion du monde en titre, Steve Webster, le champion du monde un peu surprenant de l'année dernière. Et en effet, à ce point surprenant qu'il a certaines difficultés à contrarier les projets de ses adversaires. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un, un pilote de qualité, lui aussi, Steve Webster, même si on ne l'attendait pas l'an dernier, comme vainqueur du championnat mondial dans la catégorie des sides, où on dispute beaucoup moins d'épreuves que dans les autres catégories. Il y a une raison à cela, et laquelle? La raison est que certains organisateurs, pour des raisons, pour les mobiles qui leur appartiennent, ne tiennent pas à avoir de catégorie sidecar dans leurs manifestations. Je crains d'ailleurs malheureusement que si vous voulez, la tendance que prend à l'heure actuelle la moto va vers une simplification des Grands Prix. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, on arrivera à des Grands Prix avec 2 catégories. Avec 250 et 500. Je pense que c'est malheureusement, je dis malheureusement parce que les sidecars ou les 125 ou les 80, mon Dieu, ont parfaitement le droit de citer. Mais je pense qu'à terme, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais on arrivera à des courses avec 2 catégories. Et il faut reconnaître que un des problèmes, si vous voulez, de la moto, pour le grand public, c'est ça, c'est la multiplicité des catégories. Je veux dire, quand on dit qui est champion du monde de F1, tout le monde va vous répondre immédiatement, c'est Alain Prost ou c'est Senna. Mais on ne va pas commencer à dire, oui, mais dans quelle catégorie? Alors qu'en moto, vous avez, rien qu'en vitesse, vous avez déjà 5 catégories, vous avez le cross, vous avez le trial, vous avez l'endurance. Dans l'esprit du grand public, si vous voulez, c'est un handicap, je crois. Oui, puisque à cette catégorie, à celle que nous avons vue ici à Francorchamps, 125, 250, 500 et side, il faut ajouter la catégorie des 80 qui est de plus en plus controversée, qui pourrait bien, elle va disparaître. Elle va disparaître rapidement. Il y a eu des, je ne sais pas si vous avez suivi cette saison, il y a eu notamment en Allemagne, et en Hollande, j'en ai parfaitement le souvenir, il y a eu des manifestations organisées par les pilotes de 80 sur le thème 80 cm3 forever, parce qu'ils ne veulent pas disparaître, mais ils sont voués à la disparition, malheureusement. Souffre aussi forcément de la concurrence et du spectacle, de la concurrence et de ce qui est offert dans les autres catégories. Je veux dire qu'on a beau essayer de défendre et dire que c'est peut-être par là qu'il faut commencer, et que ça a été un tremplin pour d'autres catégories.
ça ne semble pas suffisant. Mais il faudra quand même bien que des pilotes fassent école et qu'ils apprennent leur métier aussi. Non, mais attention, quand je dis la catégorie 80 va disparaître, je ne dis pas qu'elle va disparaître totalement. Je dis qu'elle va disparaître du championnat du monde. Ce qui est complètement différent. Parce que comme vous dites, le 80 cm3 ou les 125, disons les petites cylindrées, c'est une excellente école et c'est un pas, disons, vers cette finalité qui est le championnat du monde. Mais par contre, dans le cadre d'un Grand Prix, je pense qu'elles sont amenées à plus ou moins court terme à disparaître. Nous sommes donc dans la dernière épreuve du Grand Prix de Belgique de vitesse pure. Nous parlions de l'évolution de la moto et des catégories appelées à disparaître à moyen terme. On parlait avec Philippe Michel des catégories 125, 80 et SAED qui devraient disparaître dans une dizaine d'années. Plus que probablement elles auront disparu, et cela pour renforcer l'intérêt autour de la moto. C'est toujours ce but-là qu'on vise, et les 250 et 500 resteraient, elles, présentes sur les circuits et dans le cadre du championnat du monde. Nous sommes maintenant avec les sidecars ici à Francorchamps. Il n'y a pas de changement. En tête de la course, c'est toujours Streuer. Streuer qui précède Webster, Biland est 3e, Steinhausen l'allemand est 4e et Jones l'anglais est 5e. Streuer donc est associé Edberg Streuer, hollandais, associé à Benny de Haas et qui va plus que vraisemblablement remporter. Le voici doublant un concurrent attardé, enfin pas encore, il va le faire, il va le doubler. Qui plus que vraisemblablement va gagner, va remporter le Grand Prix de Belgique. Il est là en train de boucler son 11e tour. Après cela, il restera 2 tours à parcourir et la course sera terminée. La victoire acquise pour l'équipage hollandais qui aura mené parfaitement sa course et qui a pris d'emblée ses distances. Rappelons-nous, Philippe, il avait pris un excellent départ et depuis, il n'a pas quitté la tête de la course. De toute façon, Streuer a toujours été un des meilleurs pilotes de sidecar, ça c'est incontestable, même ses adversaires le reconnaissent, bien volontiers d'ailleurs. C'est un garçon qui va vite, qui a du métier maintenant, qui fait plus les petites erreurs de jeunesse qu'il a faites à un moment. C'est-à-dire il arrivait parfois de se laisser emporter par un tempérament un peu chaud. Oui, vous disiez. Non, je disais simplement que Streuer était maintenant un pilote accompli, disons, en pleine possession de ses moyens et qu'il ne fait plus d'erreurs. Et il est bien parti pour être champion du monde cette année, ou tout au moins pour être celui qui a le plus de chances de prendre et de jouer le titre avec Webster. Oui, il a 10 points de retard sur Webster, donc dans cette catégorie. Aujourd'hui, il va refaire un peu de ce retard, combler un peu de ce retard et donc ajouter au suspense présent dans cette catégorie des sidecars et dans le classement provisoire du championnat du monde. Et puis il y a un équipage qu'on n'a pas vu aujourd'hui qui est pourtant 5e, un équipage allemand et suisse composé de Kumano et de Farni. Eh bien je ne sais pas où ils sont, j'essaie de voir où ils sont ils sont plus dans la course apparemment. Ah oui. Kumano est là, mais il est très loin. Il est 18e manifestement. Il ne marquera pas de points. Kumano. Il va peut-être permettre à Fresk et à Michel de gagner une place en championnat du monde. C'est fort possible puisqu'il y avait seulement 2 points d'écart entre Kumano et Michel. Donc, malgré une prestation en demi-teinte, Michel qui est maintenant 8e, parce qu'il était dépassé non seulement par Jones mais par Scherer, Brindley, ça devient un peu catastrophique. Donc les ennuis dont vous nous parliez, Michel, semble se semble se confirmer. Oui, j'ai peur qu'il ait encore une fois eu des problèmes d'humidité. On parlait tout à l'heure de la taille des sidecars et du fait qu'ils sont au ras du sol. C'est en effet assez humide. On augmente encore, si vous voulez, des entrées d'eau par toutes les voies d'aération. Et très souvent, les sidecars sous la pluie ont des problèmes. Voilà Streuer qui est en train de terminer sa course et qui va gagner très facilement, comme on pouvait le penser d'ailleurs. Le voici donc Streuer, à l'aise, tout au long de la course. Une victoire facile.
Et voilà, le directeur de course a décidé d'arrêter la course ici. Donc il y a un tour de moins. C'est une victoire donc, pour Streuer. Claude Danis nous a surpris ou a failli nous surprendre. C'était le dernier tour. Et vous l'aviez pressenti, Philippe. Voilà donc une victoire de Streuer. Une victoire qui ne souffre pas la moindre contestation devant Steve Webster et Rolf Bilan. Avec la joie bien légitime de Streuer et de Haas, les Hollandais qui donc apportent une deuxième victoire à la Hollande aujourd'hui après celle de Spahn en 125. Parfaite réussite donc des Hollandais ici en Belgique, chez nous, chez leurs voisins. Victoire donc de Eric Streuer dans cette course des sidecars, voilà qui clôture le dernier rendez-vous, la dernière course de Francorchamps. On voyait aller chercher un drapeau et c'est joli, on va assister avec lui au dernier tour, tandis que Philippe est un peu contrarié par et s'inquiète de la performance de Michel et de Fresque, qui doivent terminer à mon avis on le voit là à la 8e place, mais ils feront malgré tout une bonne opération. On voit les trois équipages qui ont animé la course. L'image est jolie avec en prime le drapeau hollandais. Il y a plaisir à tous les Hollandais qui sont là. Il y en a beaucoup parce qu'à voir les petits drapeaux qui s'agitent dans les tribunes. Oui, oui. Et c'est pas vraiment une surprise. Alors deuxième c'est Webster et puis le troisième c'est Biland, Rolf Biland. Donc et voilà un Michel qui passe la ligne d'arrivée à l'instant même. Donc il a terminé la course. Et il pourrait faire pas une mauvaise opération puisqu'il pourrait reprendre à Kumano les 2 points qui le séparaient de lui et devenir finalement, maintenant au classement provisoire, Michel et Fresque pourrait devenir